Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 19 janvier, deuxième dimanche après l'Épiphanie. 3 séquences, tout d'abord une rencontre avec Thibaut van den Bosch de l'ECLJ, l'Institut européen pour le droit et la justice, à propos des persécutions anticatholiques menées aujourd'hui au Nicaragua. Ensuite, Louis Furier, rédacteur en chef d'une nouvelle publication mensuelle Écrit de Rome, viendra nous présenter cette publication. Et enfin, Michel Valadier, directeur général de la Fondation pour l'école, nous présentera le salon Lipsco qui aura lieu le samedi 1er février prochain. Bonjour Thibaut van den Bosch. Bonjour Monsieur Mogendre. Donc vous êtes chargé de plaidoyer pour la liberté religieuse à l'ECLJ, le Centre européen pour le droit et la justice. Et cette liberté religieuse est mise en cause de manière radicale et brutale, en particulier au Nicaragua. Alors pouvez-vous d'abord nous présenter le Nicaragua ? Oui, le Nicaragua, un pays un peu lointain et méconnu, peut-être à cause de cela. Un petit pays de la taille de la Grèce. Une population équivalente à celle de la Bulgarie. Donc c'est vrai que c'est... C'est-à-dire, parce que tout le monde ne sait pas combien il y a d'habitants en Bulgarie. Oui, c'est-à-dire à peu près 7 millions. D'accord. Voilà. 7 millions d'habitants et un petit pays assez lointain, mais où la répression des chrétiens est brutale. Vraiment brutal. On en discutera un petit peu plus, bien sûr, on présentera ça, mais en fait, c'est un pays coincé entre le Honduras et le Costa Rica. Et quelle est la situation politique actuellement ? C'est un pays dirigé par Ortega et Murillo, donc c'est un couple présidentiel qui est au pouvoir depuis 2006 et qui ne fait que faire des modifications de la Constitution pour asseoir de plus en plus leur pouvoir, rester de plus en plus de temps et puis faire une fusion des pouvoirs et donc contrôler tout ce qui était encore un petit peu séparé. Maintenant, c'est 100% contrôlé par le président ou par les coprésidents, alors que jusqu'à présent, Murillo était la vice-présidente. C'est un pays qui s'enfonce dans la dictature d'un point de vue politique, et cette dictature s'exerce également contre les chrétiens, qui est une voie d'opposition pacifique, morale, spirituelle, mais comme Ortega cherche à vraiment mettre en place un culte de sa personne, un culte de son régime, le régime sandiniste, qui vient du général Sandino, dans les années fin 20, début 30, qui s'était battu pour l'indépendance du Nicaragua face à l'impérialisme américain de l'époque. Donc il a cette volonté de mettre le pays sous sa coupe, et chaque opposition, que ce soit de la part de l'Église, de la part des médias, de la part des opposants politiques, est réduite au silence. Il n'y a plus le droit de manifester, ça s'enfonce de plus en plus dans la dictature. Alors, clairement. N'est-ce pas un peu surprenant quand on se rappelle que dans les premiers gouvernements sandinistes, il y avait des prêtres, en particulier les 2 frères cardinals. Oui, c'est très amusant. En fait, il faut... Amusant, est-ce vraiment le terme ? C'est amusant de voir l'histoire qui fonctionne en boucle. Parce qu'en effet, le sandinisme mais a eu des accointances avec la théologie de la libération. Donc ça qui est né à la fin des années 70, c'est mettre Dieu au cœur d'une réflexion sur la pauvreté, l'inégalité de richesse. Donc c'est une théologie qui est née en Amérique centrale, en Colombie, et puis qui a pu se développer justement avec cette vision du pauvre et contre l'impérialisme. Et en fait, ça a été récupéré ou instrumentalisé par le sandinisme, par Ortega. Et donc, dans un premier temps, il y a eu... donc là, on est dans les années 70, tout du long de la révolution sandiniste contre le régime de Somoza. Et donc, jusqu'en 79, l'Église et les sandinistes étaient de concert contre la dictature Somoza. À partir de 79, Ortega prend le pouvoir et il a quelques prêtres qui deviennent
ministres. Donc ministre à l'éducation, ministre la croisade pour l'alphabétisation, mais c'est surtout voilà, des jésuites, des franciscains, des prêtres. Mais au niveau de la hiérarchie, au niveau des évêques, là, il y avait la peur de la confusion entre justement le marxisme, vraiment une utilisation trop politique de la religion, et la hiérarchie a été très réservée jusqu'à même la venue du pape Jean-Paul II en 1983, qui a demandé à un ministre cardinal d'arrêter ses fonctions de ministre, ce qu'il a refusé. Et donc le pape lui-même s'est opposé à ce que des prêtres puissent être également ministres. Alors ça, c'était une époque, voilà, 70, 80. Et après, il y a eu une lente dérive, et c'est là où on est maintenant, alors que le Nicaragua est majoritairement chrétien, bien sûr. C'est là où on est maintenant, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu une volonté de réforme dans le pays, parce que le pays n'avait plus la manne financière qui lui venait du Venezuela, qui était lui aussi en crise économique. Là, on est dans les années 2017. 2018, cette réforme qui passe pas, démobilisation. L'Église, dans un premier temps, est médiatrice entre le pouvoir et les manifestants. Puis, alors qu'il y a 320 morts qui sont tués en 2018, l'Église dit « ça suffit ». Il faut retrouver la paix, la stabilité dans le pays. Et c'est là où l'Église rejoint le camp de l'opposition, l'Église tout entière. Et donc oui, en effet, c'est pas amusant, mais on voit que sur le papier, et peut-être en principe, le pauvre au cœur de la société, au cœur de la théologie, c'est une bonne chose, mais la dérive autoritaire, qu'après on a fait le Ortega, c'est très néfaste, et l'Église est la première à en pâtir. Maintenant, c'est la dernière voie d'opposition, en fait. Alors, comment se concrétisent ces persécutions? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Déjà des agressions physiques contre les individus, contre les prêtres, contre les églises. On en dénombre 870 depuis le début, en fait, depuis 2018 jusqu'à présent. 810 agressions. 870, oui, agressions. Après, c'est sans compter tout ce qui est d'échange de nationalité, emprisonnement arbitraire, interdiction des processions, fermeture des comptes bancaires, fermeture des universités, les comptes bancaires des diocèses, des paroisses, fermeture des universités, par exemple l'université jésuite, prestigieuse, fermeture des médias également. En ce qui concerne les associations, ça représente en fait des milliers d'associations qui sont gérées par l'Église ou par des paroisses. Alors ça prend vraiment toutes les formes possibles et jusqu'à aussi l'expulsion. Donc il y a Monseigneur Alvarez qui a été expulsé au Vatican. Monseigneur Guterres, c'est le président de la conférence des évêques du Nicaragua qui a été expulsé au Guatemala. Et voilà, ça passe parfois par des mois d'emprisonnement, la déchéance de nationalité et le renvoi dans un pays qui veut bien accepter. Alors, quelles sont les réactions internationales d'une part et celles du pape d'autre part? Ah oui. Les réactions internationales, donc les États-Unis sont principalement concernés, je dirais, mais également pour la situation des droits de l'homme, des chrétiens, mais également pour la situation du trafic des migrants. En fait, ça c'est aussi une thématique à ne pas sous-estimer. Le Nicaragua a mis en place un trafic de migrants depuis, par exemple, des aéroports en Libye, qui a des difficultés de stabilité. Les migrants arrivent sans visa à Managua, la capitale du Nicaragua. Puis ils sont pris en charge en bus, ramenés à la frontière avec le Honduras, et après ils peuvent circuler juste... Et ces migrants sont des Africains? Oui, des Africains, ça peut être aussi des Indiens, qui d'aéroport en aéroport arrivent jusqu'au Nicaragua. Et à la frontière, ils traversent l'Amérique centrale, puis le Mexique, et aux États-Unis, ils peuvent être renvoyés d'où ils viennent. Et donc ça procure une manne financière pour le Nicaragua, et ça met du désordre supplémentaire aux États-Unis. Donc les États-Unis surveillent la situation de près et prend régulièrement des sanctions économiques ciblées contre le Nicaragua. Le Nicaragua est aussi sur la liste des pays de préoccupation par rapport à l'index de liberté religieuse que font les États-Unis. L'Union européenne aussi essaie de prendre des sanctions économiques ciblées. Pour l'instant, c'est pas suffisant, bien sûr.
Et il y a une espèce de statu quo, de toute manière, qui est là à cause de la Chine et de la Russie. Donc le Nicaragua, dans sa stratégie internationale, par exemple, a reconnu Taïwan comme appartenant à la Chine. Et puis pareil, le Nicaragua n'a pas reconnu, par exemple, l'agression de l'Ukraine pour une alliance avec la Russie. Alors voilà, les États sont mitigés, la communauté internationale est mitigée encore. Pour l'instant, il fait son chemin, malheureusement, les mains libres. Même si, par exemple, un juge argentin, là, à la toute fin du mois de décembre, a demandé un mandat d'arrêt à Interpol. Donc il y a quelques initiatives, parfois plus de l'ordre, sous les États. Et quant au pape, c'est intéressant, le pape n'a pas hésité à qualifier le Nicaragua de dictature grossière, ce qui lui a valu la fermeture de l'annonciature apostolique en 2023. Donc le pape François a vraiment eu des paroles fortes contre Ortega. Il en a des plus discrètes, des plus mesurées, appelant simplement les chrétiens à l'espérance, ou le peuple nicaraguayen, de manière générale, à l'espérance. Ça, c'était notamment lors de la fête de l'Immaculée Conception, en décembre 2024. Donc voilà, il appelle à la prière, à l'espérance. Sa nonsature est fermée, les évêques sont expulsés. C'est vrai que la situation est difficile pour le pape, qui ne peut que appeler à la prière. Peut-être il y a une diplomatie un peu parallèle à mettre en place, mais c'est difficile pour lui. Il a une condamnation morale, bien sûr, mais après, le dialogue est rompu totalement entre l'Église et Ortega. Voilà la situation, c'est difficile pour les chrétiens. Ouais. Eh bien, merci beaucoup de ces explications et de cette intention de prière. Oui, merci Monsieur Mogendre. Bonjour Louis Furier. Bonjour monsieur. Donc vous êtes rédacteur en chef d'une nouvelle publication mensuelle qui porte le beau nom d'Écrits de Rome. Alors quel est votre projet éditorial ? Notre projet est assez simple, si j'ose dire, c'est la défense et la promotion de notre civilisation française et européenne dans une perspective chrétienne. Et c'est précisément ce qui fait, je crois, l'originalité de cette revue, c'est de défendre à la fois notre identité, c'est-à-dire ce que nous sommes, sans idéologie, défendre ce que nous sommes, c'est-à-dire des Français et des Européens, et défendre en même temps notre foi chrétienne, et plus précisément catholique, sachant que pour nous, les deux sont, je dirais, historiquement inséparables. C'est une revue qui est avant tout une revue d'idées politiques. Par politique, j'entends souci de la chose commune. Nous parlons assez peu de politique politicienne. Nous nous intéressons aux idées politiques, à la philosophie politique. Donc c'est une revue d'idées politiques, mais avec une perspective religieuse, avec une perspective qui se veut intégralement chrétienne. Alors, vous nous avez parlé de l'Europe. Quelle définition donneriez-vous de l'Europe ? Une aire géographique, une nation, une patrie, une civilisation, un mythe ? Alors, c'est une bonne question, puisque on n'a jamais autant parlé d'Europe et que, il semble que cette notion n'ait jamais été aussi confuse. Alors évidemment, nous ne parlons pas de l'Europe de Bruxelles, si tant est qu'on puisse parler de l'Europe pour parler de cette machine technocratique, supranationale. L'Europe n'est pas non plus un mythe. Évidemment, ça correspond à un espace géographique, mais c'est aussi et surtout une civilisation. C'est une civilisation qui, comme l'ont montré un certain nombre de penseurs, mais je pense en particulier à Jean-Marie Vernier, qui a publié il y a quelques années, 2 ans je crois, un très bel ouvrage qui s'appelle « L'héritage européen ». Jean-Marie Vernier, que nous avions d'ailleurs interviewé, avec lequel nous avions eu un entretien. L'Europe est à la fois héritière de la Grèce, de Rome et du christianisme. L'Europe, c'est à la fois l'héritage gréco-romain et l'héritage chrétien. Et les deux sont inséparables. Nous sommes chrétiens, mais tout chrétien dans le monde n'est pas européen. Nous sommes chrétiens et en même temps héritiers
de la raison, de la philosophie grecque et du droit et de la conception de la chose politique romaine. Et notre manière d'être héritier de la Grèce et de Rome est foncièrement chrétienne. C'est-à-dire que c'est le christianisme qui nous a transmis, là encore historiquement, la philosophie grecque et puis le droit romain. Je pense en particulier à la Renaissance carolingienne des 8e et 9e siècles, que l'on peut considérer comme la naissance de l'Europe. Donc l'Europe telle que nous l'entendons, c'est l'Europe civilisation, dont on peut considérer que Charlemagne est le père, si vous voulez. L'Europe, une Europe qui est essentiellement romaine, sinon latine, d'où le nom d'écrit de Rome. Romaine par sa filiation, par l'héritage romain, romaine aussi par la religion catholique romaine qui est historiquement la sienne. Alors, dans le numéro que j'ai sous les yeux, le numéro 15 de décembre 2024, vous dénoncez ce que vous appelez les nationalismes égoïstes. Alors, à ce propos, que pensez-vous de la définition que donnait Henri Massis, donc le fondateur de la Revue universelle, du nationalisme, je le cite, « Être nationaliste, c'est vouloir guérir la France des maux dont elle souffre sous un gouvernement qui lui est étranger en droit comme en fait ». Que pensez-vous de cette définition ? Cette définition, elle est très belle et je pense que nous la faisons tous nôtres en tant que défenseurs de notre identité. Ce que nous dénonçons, pour être clair, ce sont les nationalistes égoïstes. C'est un certain égoïsme, l'égoïsme d'un certain nationalisme qui considérerait, par exemple, que l'Allemagne serait un ennemi héréditaire ou qu'il faudrait s'attacher à la France et à la France seule, et que finalement, qu'importe ce qu'il se passe chez nos voisins. Maintenant, ça me permet de préciser encore mon propos. L'Europe telle que nous la concevons, c'est une Europe des nations. C'est une Europe qui, encore une fois, il faut être réaliste, est multiple et diverse. C'est aussi ce qui fait sa richesse. Et nous croyons que nous pouvons défendre notre nation, essayer de la guérir des maux qui la touchent, pour reprendre l'expression d'Henri Massis, et en même temps, défendre l'Europe. C'est ce que fait, nous semble-t-il, par exemple, Viktor Orban en Hongrie. Viktor Orban est probablement celui qui, en Europe aujourd'hui, défend le plus sa nation, la Hongrie, et qui, en même temps, c'est intéressant, parle le plus d'Europe, mais évidemment pas de l'Union européenne, de l'Europe civilisation, qui est composée de l'Italie, de l'Allemagne, de la Hongrie, de la France, évidemment, etc. Alors, y a-t-il des rubriques récurrentes dans ces numéros qui font 38 pages ? Alors, effectivement, 40 si on compte les couvertures, donc format classique. Alors, les rubriques récurrentes, dans chaque numéro, on trouvera d'abord un portrait, donc d'une quinzaine de pages en général, consacré à un auteur européen de droite. Nous sommes ainsi intéressés, je ne vais pas tous les citer, mais à Jean de Fabrègue, à Marcel de Corte, aux Suisses moins connus, mais très intéressants, Gonzague de Reynold, à Ernst Jünger, à Juan Donoso Cortés, etc. Donc voilà, à chaque fois, des auteurs européens de droite dont on peut estimer que leurs propos sont en grande partie d'actualité. Ensuite, un dossier également d'une quinzaine de pages sur une thématique précise. Par exemple, nous sommes intéressés au rapport entre christianisme et enracinement. Évidemment, c'est un sujet qui nous est cher. Au rapport entre catholicisme et orthodoxie, au rapport entre l'Église et le libéralisme, etc. Et puis enfin, des rubriques, de petites rubriques qui reviennent également à chaque numéro, d'histoire, de littérature, de mythologie, etc. Alors, très concrètement, le numéro que j'ai sous les yeux, décembre, que contient-il et comment peut-on prendre contact avec vous ? Alors, le numéro de décembre contenait donc un portrait de Raymond de Becker, qui était donc un intellectuel belge, qu'on peut qualifier de non-conformiste, non-conformiste des années 30, et qui s'est justement pas mal intéressé en tant que Belge à cette relation entre la nation et la civilisation européenne.
Ensuite, il contenait donc un dossier justement sur le nationalisme, sur l'actualité ou non du nationalisme. Dossier dans lequel il y avait par ailleurs des avis qui pouvaient diverger, c'est une revue de débat. Et enfin, donc les rubriques actuelles. Le numéro contenait également un entretien avec Nicolas Mirkovic sur Trump et plus généralement sur l'Amérique d'aujourd'hui. Voilà pour ce numéro. Et alors je le dis en 2 secondes, le numéro de janvier, puisqu'il est déjà paru, je peux le dire, il comporte donc un portrait d'Ottmar Spann, qui est un intellectuel autrichien, un théoricien de l'organicisme, également des années 20-30, et puis un dossier sur le corporatisme, sur les corporations et le corporatisme. Voilà, comment nous contacter? C'est assez simple désormais, puisque depuis quelques temps, depuis la rentrée, depuis septembre, désormais, nous avons un site écritdrome.fr, donc sur lequel nous pouvons nous contacter, sur lequel vous pouvez vous abonner, commander d'anciens numéros ou encore lire certains articles disponibles. Parfait. Merci beaucoup de cette présentation et j'espère que ça intéressera certains de nos téléspectateurs. Merci beaucoup. Monsieur. Bonjour Michel Valadier. Bonjour Jean-Pierre Maujourne. Donc vous êtes directeur général de la Fondation pour l'école qui organise le samedi 1er février prochain un salon de la liberté scolaire. Alors de quoi s'agit-il? Quel est l'objectif? Alors, je rappelle aux téléspectateurs que la Fondation pour l'école a pour but de soutenir les écoles libres, dites hors contrat, et qu'à ce titre, elle organise depuis 6 ans maintenant, c'est donc la 5e édition, puisque pendant l'année du Covid, il n'y a pas eu de salon, 5e édition de ce salon de la liberté scolaire. Pourquoi un salon? Tout simplement pour permettre à tous les acteurs de la liberté scolaire de se retrouver au même endroit, pour pouvoir échanger, pour pouvoir partager leur expérience, et puis montrer à travers ce salon une dynamique, une réalité aujourd'hui, puisqu'il y a 2571 écoles libres hors contrat en France aujourd'hui, qui scolarisent 130 000 élèves. Et donc cette réalité ne peut pas être occultée. Et donc nous invitons tous ces acteurs. Alors quand on parle d'acteurs, évidemment, on pense aux dirigeants d'école, aux administrateurs, aux directeurs, aux professeurs, aux éducateurs, et puis aussi aux familles. Le salon est ouvert à toutes ces personnes-là et même également aux sympathisants qui n'ont pas ou plus d'enfants et qui s'intéressent à ce phénomène et qui pourraient, dans le cadre d'une journée à Paris, venir voir, visiter les stands. Il y a un village des écoles, il y a différents exposants, des éditeurs. Nous avons des partenaires, je voudrais citer Critérion, les éditions Critérion, les cours Griffon, Innovation et Éducation, Alte Academia et bien sûr notre institut de formation, l'ILFM. Alors, quel est le programme? Qu'est-ce qui va se passer pendant cette journée? Pendant cette journée, je vais vous donner évidemment un aperçu seulement de ce programme. Le salon est ainsi fait qu'il y a des pôles. Des pôles, par exemple, il y a un pôle pour les écoles primaires, les personnes qui s'intéressent aux primaires, il y a un pôle pour les écoles secondaires, il y a un pôle pour les dirigeants et un pôle pour les parents et les éducateurs. Quelques interventions prises comme de ci, de là. Par exemple, en ce qui concerne les dirigeants, nous avons un pôle sur le recrutement. Il faut savoir que les écoles souffrent aujourd'hui d'un problème de recrutement. Il n'y a pas de chômage au niveau des enseignants. Et donc, nous essayons de donner quelques techniques, quelques pratiques, échanger quelques bonnes pratiques dans le domaine du recrutement pour les dirigeants. Si je prends un exemple dans le secondaire, par exemple, il y a un atelier sur la formation du caractère à travers ce qu'on appelle les équipes interâges, ce que les anciens pouvaient appeler les capitaineries, par exemple, ou les équipes d'animateurs. Et nous aurons la chance d'avoir, à l'occasion de cet atelier, le témoignage d'Henri d'Anselme, le héros au sac à dos, qui a été animateur dans une école hors contrat en son temps et qui nous expliquera en quoi cette formation humaine a pu l'aider. Un autre exemple pour les éducateurs, nous aurons une conférence de Bérénice Levet, professeur de philosophie, sur l'école au défi de l'intelligence artificielle.
Un autre exemple, dans l'atelier primaire, présentation, nous aurons une présentation de la méthode Montessori, dont on parle beaucoup, mais que tout le monde ne connaît pas. Et puis, dans l'atelier des parents et éducateurs, plusieurs sujets qui sont susceptibles d'intéresser beaucoup de monde, y compris des grands-parents, la cohérence éducative entre l'école et la maison. Un autre exemple, comment suivre les enfants en difficulté, car il y a dans toutes les écoles, y compris les nôtres, des élèves qui ont les fameux dyslexie, dysorthographie, etc. Il est prévu une intervention sur la régulation de l'usage des écrans de nos enfants. Et le tout va être chapeauté par une conférence magistrale donnée par Michel Desmurget. Michel Desmurget est le célèbre auteur de La fabrique du crétin digital. C'est un neuroscientifique de talent et de renom qui a démontré scientifiquement le côté néfaste des écrans. Et il se trouve que le salon est placé cette année sous le titre de la lecture. Le thème du salon, c'est la lecture. Et Michel Desmurget vient de sortir un livre qui s'intitule « Faites-les lire », qui est une sorte de réponse au cri d'alarme qu'il a lancé dans son livre « La fabrique du crétin digital ». Et donc, Michel Desmurget donnera une conférence en fin d'après-midi. Tous les stands seront à l'arrêt pour aller l'écouter. Et enfin, petite particularité également de notre salon, depuis 2 ans maintenant, nous avons créé un prix que nous appelons le prix L'Étincelle, le prix Étincelle. Le thème du prix cette année est la lecture, un passeport pour la vie. Une 50aine d'écoles concours. Il y aura 5 gagnants et le nom des 5 écoles qui auront un prix sera dévoilé. Alors à l'issue l'épreuve, du salon. c'est quoi ? En fait, chaque école doit présenter un projet, un dossier, pour montrer comment ils incitent les élèves à écrire et comment ils accompagnent la lecture tout au long des âges, en fonction des niveaux, évidemment, le primaire et le secondaire. Et les initiatives les plus efficaces, les plus originales, qui raviront le jury, recevront une récompense qui se traduira par un chèque et une subvention versée à l'école. Très bien. Alors, quel bilan avez-vous tiré des salons précédents, puisque c'est le 5e? Si vous persistez, c'est que le bilan doit être positif. Oui, de fait, le bilan est positif. Il est positif à plusieurs égards. D'abord, c'est un endroit unique où des acteurs qui sont isolés la plupart du temps peuvent se retrouver. Et donc des directeurs peuvent se retrouver leurs collègues, leurs confrères qui vivent peut-être des réalités qui sont assez proches des leurs. C'est également un moment important où les créateurs d'écoles peuvent venir se retrouver, échanger avec des personnes qui ont réussi à créer leurs propres écoles. C'est un moment également de nourriture intellectuelle. Il y a une grande librairie, tous les auteurs présents vont dédicacer. J'ai oublié de signaler la présence de Valérie Daubigny, de Clotilde Noël, qui est auteur de Tombée du nid, et ainsi que d'autres auteurs, sans compter ceux que j'ai déjà cités. Le salon est ainsi fait que l'on peut y rester toute la journée. On peut donc se restaurer. Il y a une restauration. Pour les personnes, les téléspectateurs qui étaient là l'année dernière, il y a eu une petite difficulté, c'est que nous n'avions pas prévu assez de sandwichs et de repas, mais la logistique... C'est la rançon du succès. C'est un peu cela, oui. Et donc la queue pour se nourrir était un peu longue, et donc les choses seront mieux organisées cette année. Et puis il y a des exposants. Il y a des exposants, différentes maisons d'édition, différents acteurs. Je pense à l'Œuvre scolaire Saint-Nicolas, par exemple, ou d'autres associations. Il y a également des organismes qui proposent des jeux pédagogiques, qui travaillent sur certaines innovations pour proposer aux professeurs d'allier les méthodes traditionnelles, les méthodes efficaces, et puis des outils un peu plus adaptés grâce au progrès de la technique. Donc ce salon est un rendez-vous qui devient incontournable puisque c'est le seul qui est organisé en France où toutes les personnes intéressées de près ou de loin à l'école libre peuvent se retrouver pendant une journée. Alors, pouvez-vous nous donner des renseignements concrets, les horaires, y a-t-il un prix d'entrée, le lieu, l'accès? Alors, le salon est ouvert moyennant une contribution de 5 €. Il est possible, relativement symbolique. Il est possible de s'inscrire par Internet. Nous recommandons cette démarche, ne serait-ce que pour prévoir les repas d'ailleurs.
L'espace Charenton nous accueille. Donc l'espace Charenton est 323 bis rue de Charenton dans le 12e à Paris. Il est accessible par les lignes de métro 8 et 6. Il est assez facile de se garer si vous venez en voiture. Il y a même un parking souterrain. Et le salon ouvre ses portes à 9h et les portes ferment à 18h. Donc de 9h à 18h, des ateliers sont prévus, des temps libres sont prévus également pour pouvoir visiter les stands. Et encore une fois, une dédicace sera organisée au fur et à mesure de l'arrivée des auteurs à la librairie. Eh bien, je vous remercie. Nous nous y retrouverons avec plaisir. Merci beaucoup Jean-Pierre Maugendre et merci de m'avoir invité. Et puis donc à très bientôt. Je vous en prie. Merci beaucoup. Cette émission s'achève. Nous nous retrouverons, en fait, c'est Guillaume de Thiaulois que vous retrouverez la semaine prochaine. D'ici là, que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous. Merci Michel.